Bienvenue à la capsule sur l'aménagement d'une classe d'apprentissage actif. Dans le projet de recherche sur les classes d'apprentissage actif, nous avons eu 6 partenaires, 6 établissements d'enseignement collégial où il y avait 6 aménagements très variables. Dans certains cas, les aménagements avaient déjà été faits dans les collèges participants avant le début du projet de recherche et dans d'autres cas, les aménagements se sont faits concurremment avec le début du projet de recherche. Il y a eu toutes sortes d'approches utilisées dans les aménagements, mais dans cette vidéo, on vous présente l'approche retenue par Samuel Fournier-Saint-Laurent au Collège Untic, qui est fondée sur une méthodologie qui s'appelle l'analyse de la valeur, qui nous provient de l'ingénierie. Alors, l'analyse de la valeur est un processus vraiment très structuré qui commence avec l'analyse des besoins et se termine par l'élaboration d'un cahier des charges fonctionnelles. Ce qu'il y a de particulièrement intéressant, c'est qu'on identifie des fonctionnalités et on laisse l'équipe de conception libre de trouver les manières de répondre à ces fonctionnalités-là. Et c'est là que des choix très différents en termes de budget peuvent être faits. Donc, au travers de la recherche, nous avons réussi à identifier les fonctionnalités qui sont peut-être les fonctionnalités essentielles. Et il y a différentes façons de pouvoir répondre à ces fonctions-là. Donc, Samuel, merci de nous expliquer comment vous avez fait dans votre projet. Le design de la classe a commencé par une bonne phase d'étude des besoins. Les utilisateurs de la classe, les utilisateurs potentiels de la classe, c'est-à-dire les enseignants, les conseillers pédagogiques, ont été sollicités. On leur a posé des questions. Qu'est-ce qu'ils voulaient avoir dans ce type de local-là? Qu'est-ce qui est important pour eux d'avoir dans ce type de local-là? Et on a suivi une démarche de design qui passe par l'identification claire des besoins et ensuite, en lien avec ces besoins-là, quelles fonctions devrait remplir la classe. Tu pourrais me donner un ou deux exemples de fonctions? Une fonction qui est dans le cahier de charge de ce projet-là, par exemple, c'est de permettre à un étudiant de projeter l'image de son travail sur le projecteur d'une autre équipe. Et à ce moment-là, derrière la fonction, on n'a pas encore discuté du mécanisme qui est utilisé. C'est avec l'équipe de design par la suite que c'est fait. Donc, à partir de la liste des fonctions qui ont été priorisées, vous avez travaillé sur un plan d'aménagement plus concret, plus spécifique. Tout à fait. Le cahier de charge a été validé par plusieurs intervenants, surtout des enseignants. Et puis ensuite, on a pu aller un peu plus loin dans le design en rencontrant les architectes, en rencontrant des techniciens du service informatique, en rencontrant aussi les gens impliqués dans l'aspect pédagogique du projet. Et ensemble, on a commencé à identifier de quelle façon on allait répondre à ces fonctions-là, quelles pièces d'équipement on allait sélectionner, quelle stratégie, quelle approche on allait favoriser. Parle-moi un petit peu des fonctions essentielles qu'on retrouve autour des îlots de travail des étudiants. Donc, la première fonction, elle est visuelle. Elle correspond à l'idée de coder chaque îlot de sorte qu'on puisse les distinguer les uns les autres très facilement. Ça aide à la gestion de classe. Une autre fonction, c'est celle du partage d'écran. Pour commencer, on souhaitait que chaque étudiant soit en mesure de projeter sur l'écran d'équipe son travail et également permettre à l'enseignant de prendre n'importe quelle image, n'importe quel travail qui est dans la classe et de le projeter sur les autres écrans de la classe. Et c'est pour ça qu'on a différents outils de partage d'écran, des pastilles de branchement au milieu de chaque table pour permettre cette fonction-là. Enfin, une fonction importante, c'est celle du travail au mur. Pour ça, on a choisi des tableaux. On avait également la possibilité d'avoir des projecteurs pour chaque équipe. Et donc, on a voulu que la surface de travail, en fait, la surface sur laquelle l'image est projetée, soit aussi une surface de travail sur laquelle on peut écrire. C'est très utilisé par les enseignants. Ils projettent des textes, des questions, des schémas, et les étudiants se lèvent et activement vont écrire, vont annoter les schémas, ce qui est affiché sur les projecteurs. Comment est-ce que vous avez fait pour déterminer le choix du nombre d'étudiants par table, de la grandeur des tables et de la forme des tables? On a envisagé plusieurs formes de tables différentes et finalement, on n'était pas en mesure de distinguer l'efficacité d'une forme ou d'une autre. On a donc opté pour des tables rondes, qui est un modèle répandu et pour lequel il était facile de faire le design de la classe. La taille des tables, c'est une décision technique. On a regardé une charte qui définit la distance minimale qui doit être occupée pour une personne autour d'une table.
Bien sûr, elle est circulaire, mais si on dresse une ligne droite comme ça, on est en mesure de définir notre distance minimale. C'est comme ça qu'on a fait le calcul pour avoir une table de 6 personnes avec un diamètre de 6 pieds, 1,80 m. Alors, parle-moi un petit peu des fonctions essentielles autour du poste de travail de l'enseignant. La première fonction, elle est aussi visuelle pour l'enseignant, c'est celle d'être au centre de la classe. Donc, c'était facile comme choix, le bureau est au centre de la classe. Et dis-moi, pour un enseignant, qu'est-ce que ça change que d'avoir son bureau au centre de la classe plutôt que de l'avoir en avant comme dans une classe traditionnelle? Pour commencer, pour un enseignant qui n'est pas habitué, c'est déroutant. Il ne sait plus où se placer. On a même dû discuter longuement avec certains enseignants pour déterminer le meilleur endroit dans la classe où l'enseignant pouvait donner des consignes générales à toute la classe. Ça implique aussi, c'est plus facile de contacter chaque équipe et de revenir à son bureau pour faire des ajustements techniques. Le fait que le bureau soit au centre de la classe facilite les déplacements et l'enseignant est à égale distance de tous les étudiants. Une autre fonction répond au besoin de pouvoir faire les choses simplement, de donner beaucoup d'options, de choix à l'enseignant et même en cours d'activité. Donc, on a pour ça une caméra document, une caméra numérique et l'enseignant peut spontanément, avec une équipe qui a envisagé une approche différente de résolution de problèmes, par exemple, sortir du matériel qui n'avait pas été prévu au départ, un livre, un texte, des questions et les projeter aux étudiants à l'aide de sa caméra. Et une autre fonction très importante aussi, c'est évidemment le partage d'écran. Et pour ça, on a eu recours à un système de multiplexeur qui permet à l'enseignant de prendre n'importe quelle source, qu'elle provienne de l'ordinateur qui est à la table d'un étudiant ou de son propre ordinateur d'enseignant et de la projeter sur un ou plusieurs ou tous les projecteurs de la classe. Pour le système de partage d'écran, on a développé une interface très facile d'utilisation. L'idée, c'est surtout de permettre à un enseignant qui est surchargé cognitivement, donc qui pense à des consignes, qui pense à une équipe, qui est en train d'observer un étudiant, en même temps de faire un partage d'écran qui pourrait être complexe dans certaines situations. Donc, il n'y a pas de sous-menu dans la tablette. Les couleurs désignent les tables dans leur disposition actuelle dans la classe. Et pour faire un partage d'écran, c'est un peu comme bâtir une phrase très simple. Luc va à la plage, il y a un sujet, un verbe et un complément. C'est un peu la même chose pour le partage d'écran. Je vais sélectionner un étudiant de la table bleue. C'est mon sujet. Mon verbe, ce serait projeter sur. Et ensuite, j'irai projeter l'image sur la table jaune. L'anneau bleu autour de la table jaune désigne en fait que l'information de la table bleue est maintenant affichée sur la table jaune. Et pourquoi c'est important d'avoir une fonction de partage d'écran ou de contrôle des écrans? Bien, dans une classe d'apprentissage actif, les étudiants travaillent souvent sur des productions, travaillent sur du matériel. À ce moment-là, le partage d'écran permet à l'enseignant de rapidement montrer des choses, des exercices sur lesquels les étudiants d'une équipe ont travaillé et qui bénéficieraient aux autres équipes. Pour la gestion de classe, le fait d'avoir cet outil-là à portée de doigt, qui soit très simple aussi, permet de partager l'information rapidement sans trop s'inquiéter. Dis-moi, Samuel, comment les profs font-ils quand ils veulent avoir l'attention de tous les étudiants dans la classe? On a déjà comparé la classe d'apprentissage actif à un réacteur nucléaire. Donc, quand il est parti, c'est très, très difficile de l'arrêter. Bonjour, ça va bien? Ben oui. Oui, ça va super bien. C'est une problématique qu'on a vécue. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a des stratégies diverses. Certains ferment les lumières, d'autres vont masquer les écrans, d'autres vont gesticuler, circuler dans les rangées, faire coucou aux étudiants. Et il y a quand même des gens qui ont un peu abandonné l'idée d'attirer l'attention trop souvent pendant un cours et vont préférer à ce moment-là circuler d'une équipe à l'autre et donner les consignes individuellement comme ça. Ces gens-là considèrent souvent qu'ils ne sont plus face à une classe, ils sont plutôt face à 6 ou 7 classes différentes pour parler des équipes d'étudiants. Alors, la recherche s'est déroulée avec 6 partenaires collégiaux qui ont chacun maintenant une classe d'apprentissage actif. Au début du projet, certains avaient déjà développé leur classe et d'autres l'ont développée en cours de projet pour les débuts du projet. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu comment une approche structurée de l'analyse de la valeur avait été utilisée au Collège Antique
pour planifier l'aménagement de la classe d'apprentissage actif. C'est une méthodologie qui est simple, qui est efficace, qui est efficiente. À partir du moment où vous identifiez les fonctions principales que vous attendez de votre classe d'apprentissage actif, cette méthodologie-là vous permettra de faire des choix ou des hypothèses de choix qui pourraient avoir des budgets très différents. Donc, l'important, c'est vraiment les fonctions. Je dirais que dans notre expérience sur les classes d'apprentissage actif, une des fonctions les plus importantes, c'est quand même le fait que les étudiants puissent avoir un espace de travail commun sur lequel le travail de l'équipe est projeté et qui a une certaine distance avec les îlots d'équipe pour pouvoir permettre une interaction, c'est-à-dire à la fois une projection au mur, une annotation au mur et une interaction sociale entre ceux qui travaillent au mur et ceux qui travaillent dans la zone de l'équipe. Je dirais que ce tableau-là permet aussi à l'enseignant d'être capable de visualiser ce qui se passe dans chacun des îlots de travail et de faire d'une manière très subtile une gestion de classe sans passer par des logiciels excessivement contrôlants comme NetSupport School ou NetHop. Alors, à vous de déterminer comment vous voulez aménager votre classe d'apprentissage actif maintenant.